Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux dans la librairie Terra Nova. Ce soir, nous recevons Diati Diallo pour son ouvrage Deux secondaires qui brûlent. C'est paru au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. La rencontre est filmée par nos partenaires et camarades TV Bruit. La recension de la rencontre sera disponible sur le site de TV Bruit et sur le site de la librairie d'ici quelques temps. Et la rencontre sera modérée par Adèle Cassignol, chercheuse en littérature. Bonsoir, je te donne la parole. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, on a un dispositif un peu particulier ce soir. On est beaucoup autour de la table parce qu'avec TV Bruit, un partenariat s'est mis en place avec le LIGE, le lieu information jeunesse du quartier Soupetard. Et donc, Jade Benabdallah, Immaculée Oungué, Manel Afi et Yasmine Moudjadj sont avec nous pour poser des questions à Diati Diallo autour de son livre. Deux secondaires qui brûlent raconte la vie d'une bande d'adolescents dans un quartier populaire. Il y a la chaleur insoutenable de l'été, les barbecues bricolés, les jeux de bécanes, les flirts avec les filles, l'ennui des vacances, la débrouille, la vie ordinaire en somme. Une existence qui est rythmée par j'arrive même pas à dire le mot, un harcèlement policier incessant, des violences policières répétées, interpellations, garde à vue, tabassage, insultes, amendes, etc., jusqu'à l'irréparable, c'est-à-dire jusqu'à l'assassinat d'un des petits frères suite à une des trop nombreuses interpellations. Dans une interview pour le Manifesto 21, Diati, vous affirmez: une des assignations les plus spectaculaires et les plus spectacularisées de certains corps dans l'espace public, c'est la violence policière. Et donc, à ce propos-là, Jade voudrait poser une question. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Est-ce une histoire vécue personnelle ou une histoire vraie ? C'est marrant parce que j'ai parlé de cette question il y a 1 heure, un truc comme ça. Trop drôle. En fait, c'est rigolo parce que cette question, c'est une question qui revient assez souvent et je pense, et là je te vise pas du tout, mais qu'on pose particulièrement aux gens qu'on considère illégitimes comme auteurs ou autrices. Le monde de l'édition et de la littérature est saturé d'hommes blancs cisgenres qui parlent à leur place et à la place de plein d'autres personnes qui ne sont pas. Et ça n'a pas été remis en question pendant des siècles. Et maintenant qu'on arrive, c'est vrai que toujours, en fait, c'est comme si, de par nos stigmates, on était en fait obligés de témoigner dessus. C'était ça, notre geste littéraire attendu, en tout cas par la domination. C'était, toi, t'es musulmane, t'es noire, t'es arabe, donc tu vas témoigner sur ta condition, en fait. Et c'est comme si, d'une certaine manière, on nous retirait le droit à la fiction. Comme si, voilà, nous, moins que d'autres, voilà, on n'avait pas ce droit-là de fictionnaliser sur des choses. Bon, ça, c'était la petite intro, oui. Mais du coup, est-ce que je me suis inspirée de... En fait, je pense que faire de la fiction, c'est pas se soustraire au réel. C'est composer, c'est comme faire un patchwork avec des expériences qu'on a vécues, de la documentation aussi. Là, dans mon cas, des idées, des théories aussi politiques. Et en fait, c'est bricoler avec ça et faire en sorte que ça tienne pour formuler des hypothèses. Je pense que c'est ça, la fiction. Pour moi, c'est une manière de faire une pause dans le réel et de le penser aussi. C'est hop, on fait un petit pas de côté et on pense, voilà, on s'aère un petit peu. Et puis ça, j'espère en tout cas que ce texte permet ça. En tout cas, moi, la fiction, ça m'a vraiment permis de... Ok, c'est quoi le réel ? C'est quoi faire un point bilan, quoi. Et de formuler aussi des possibles politiques. Mais voilà, évidemment, il y a tout un tas de choses. Il y a un moment donné, il y a Astor qui perd un micro-bout de doigt. Bon, bah, ça m'est arrivé. Des intoxications au gaz lacrymogène, c'est des choses aussi qui ont pu m'arriver. Et je pense que quand on est un corps minorisé, un corps racisé, et qu'on a des hommes dans sa famille, la question policière, elle nous habite depuis qu'on est né. Donc,
Ça, c'est aussi des choses, c'est des témoignages qui arrivent chez soi, en fait, qui viennent du dehors, mais qu'on connaît depuis chez soi, à peine né, de pères, de frères qui vont rentrer et dire « il m'est encore arrivé quelque chose avec la police », etc., etc., etc. Donc ce texte, c'est votre premier roman. Vous avez formé votre écriture en tenant un skyblog à l'adolescence. Moi, je suis assez curieuse de savoir ce qu'il y avait dedans. En concevant des fanzines pendant vos études en arts plastiques, et puis à travers l'écriture poétique et l'écriture musicale. C'est depuis ces formes qu'on dit vernaculaires, populaires d'écriture, que vous formez votre langue littéraire, qui est une langue extrêmement riche, extrêmement forte, extrêmement poétique. On en donnera à goûter des petits extraits un peu plus tard. Mais qu'est-ce que ces formes vous ont permis d'explorer en termes de narration, en termes de représentation aussi? C'est les formes fanzine, blog. En fait, c'est marrant parce que de base, moi j'ai écrit toutes ces choses et puis j'ai écrit un roman, mais j'ai pas du tout. C'est de parler de ce roman qui me fait théoriser sur tout ça. Donc c'est assez intéressant de le faire. Enfin, moi, ça m'enrichit beaucoup. Je réalise que effectivement l'écriture de musique, l'écriture de chansons, pardon, est à l'origine de cette langue rythmée, parfois en vers, parfois en rime aussi. J'avais pas fait le lien avant, mais effectivement je me dis bah oui, forcément moi on parle d'entrée en littérature, c'est un terme qui m'exaspère assez, enfin une formulation pardon qui m'exaspère un petit peu parce que c'est tout de suite un grand truc, je suis entrée en littérature, bon ça me parle pas trop, mais surtout que moi j'ai pas l'impression d'être entrée en littérature, si peut-être à être validée par voilà. L'édition c'est ça, c'est quand même quelqu'un qui décide que tu seras une autrice et que ceci sera un roman, et c'est très bien parce que c'est ce qui permet aussi à d'autres personnes de pouvoir le lire et que ces histoires circulent, donc c'est ainsi, mais effectivement il y a ce truc de l'entrée en on en rigolait avec une copine qui est aussi autrice mais avant du coup on était où, on était dehors, et on n'avait pas le digicode, c'est comment quoi, et moi j'ai l'impression que mes premières phases littéraires, c'est ça, c'est la musique en fait. J'écoute de la musique, je lis des paroles, je me dis purée, c'est fou, ça me transporte, ça me parle trop, j'ai envie de faire la même chose, donc du coup je me mets à écrire mes paroles aussi. Du coup forcément c'est du rythme, c'est des rimes, c'est des vers, c'est des pieds, et ça se retrouve dans ce roman. Mais vraiment je me suis pas dit tiens je vais mobiliser ma capacité à faire de la musique pour faire ce roman. J'ai écrit et puis d'un coup je me suis dit comme je passe tout à l'oral, faut que ça résonne, et faut que ça retombe bien quoi. Il faut que les phrases soient, je sais pas comment dire ça, mais ta 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 ta. Il y a un truc il y a un respect du rythme, il faut que la phrase elle retombe, et c'est aussi important que le sens pour moi. C'est une manière d'accéder au sens pour moi. Et donc ça, je dirais, pour la musique, c'est ça. Et puis les blogs, je me suis rendu compte aussi que moi, j'écrivais des blogs à 15, 16, puis jusqu'à la petite vingtaine. À 14, 15 ans, c'était plutôt à 15, 16 ans, c'était vraiment une écriture très compulsive, en fait. J'avais juste besoin de partager des choses avec l'extérieur, sachant que je ne savais pas qui était l'extérieur. C'était cette interface Internet. C'était les tout débuts d'Internet. C'était les tout débuts d'Internet, merci beaucoup. Où du coup, Skyblog, j'en ai parlé la dernière fois devant une assemblée de lycéens et j'avais un peu honte. J'avais vraiment envie qu'on m'amène une canne. Alors, vous voyez. Mais voilà, en gros, tout à page est écrit sur ta journée au lycée et tes expériences. Mais c'était super mal écrit. Enfin, moi, j'ai retrouvé des traces de ce Skyblog là récemment. C'est juste compulsif, quoi. C'est vraiment une écriture de j'ai besoin de dire des trucs. Non. Non. Mais c'est quand même adressé, parce que je sais qu'à un moment donné, si j'écris pas sur un petit cahier dans ma chambre, c'est quand même que quelque part j'ai envie qu'on me lise. Donc il y a quelque chose déjà, en fait, je trouve une espèce d'écriture publique, quoi. Et je pense que en fait j'ai beaucoup écrit je pense de peut-être
15 à 25 ans. Et puis je me suis arrêtée quand j'ai eu mon premier boulot post-diplôme. J'ai toujours bossé à côté de mes études, mais là, il y avait ce boulot à 35 heures, d'un coup, le boulot passion, qui prenait énormément de temps, qui m'a conduit au burn-out. Hein, donc, mais voilà, qui prenait énormément de temps, etc. Et du coup, j'ai arrêté d'écrire. Et à partir du moment où, en fait, j'ai commencé à burn-outer tranquillement, l'écriture est revenue. Et donc, quelque part, je me dis, bah ouais, mais il y a toujours ce truc d'avoir l'envie spontanée de consigner, de dire, de s'exprimer par rapport à, et de témoigner d'eux, quoi. Ce qu'on a à l'intérieur de soi, ce qu'on constate, des colères qu'on a. Dans la première partie du roman, vous exposez la mécanique insidieuse et inéluctable des violences policières, qui est décrit vraiment comme un scénario très bien rodé. Je vais juste lire un petit extrait. Il pourrait dire ce qu'il veut ce soir-là, ce n'est pas tout à fait pareil. Plus encore que d'ordinaire, le processus semble avoir été écrit à l'avance, à l'image d'un scénario. Ses rôles assignés d'adjuvant, d'antagoniste, son élément perturbateur aussi, et probablement quelques péripéties, mais avec une fin en queue de poisson. Donc il y a quelque chose comme ça d'un destin en fait déjà complètement inscrit dans les gestes, dans les paroles, même dans le scénario, tout le dispositif scénique. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Et je crois qu'Immaculée, tu veux poser une question là-dessus? Oui. Ressentez-vous un besoin de dénoncer une injustice sociale? Bah ouais, carrément, bien sûr. Alors, en fait, c'est une question qui est délicate, et parce que c'est un texte politique, je pense, mais comme j'ai souvent dit depuis sa parution, c'est pas du militantisme. Pour moi, le militantisme, ça se fait à plusieurs. C'est des organisations collectives qui permettent de lutter contre la domination. Un texte, c'est très très solitaire au départ. Après, bien sûr, il y a toute la maison d'édition, tout ça, il y a des équipes, mais à la base, c'est un geste solitaire. Donc, c'est vraiment, je couche ma pensée avec évidemment des fantômes, des démons, plein de choses autour de moi, hein. Des êtres imaginaires, des djinns, tout un tas. Il y a une population quand même, mais elle est dans ma tête, quoi. Et donc voilà, donc c'est un texte politique, mais avec lequel je pars pas en croisade non plus. Je suis pas la porte-parole de quoi que ce soit. Enfin voilà, il y a des gens qui mènent des luttes depuis de nombreuses années, et l'idée c'est quand même que ces personnes continuent, elles savent le faire, continuent de faire ce qu'elles savent faire le mieux, quoi, et mieux que les autres. Et donc vraiment, c'est pas de... Mais effectivement, moi, il y a notamment sur la question des violences policières, qui est en fait une des formes de racisme les plus explicites et les plus spectaculaires aujourd'hui en France, et puis plus globalement, je pense, en Occident. C'est, en tant que personne racisée, ça touche charnellement, organiquement. Et nécessairement, ça contribue à une espèce de colère ambiante qui décroît jamais, enfin en tout cas qui décroît rarement plutôt. Donc ouais, carrément. Emmanuel, tu veux ajouter? Merci. Mais en fait, je pense que vous y avez assez répondu. Ma question, c'était quand on parle des quartiers populaires, faut-il toujours le faire d'un angle politique, notamment par exemple, les médias ont souvent cette injonction de vouloir coller aux artistes racisés l'image de l'activiste, parfois malgré eux. Donc, est-ce que vous essayez de vous en défaire dans votre livre? Franchement, c'est trop une question qui me préoccupe, quoi. Moi, là, il y a une personne qui m'avait dit, une personne assez politisée et tout, qui m'avait dit « Ah, le deuxième, on t'attend. Hein. » Et je lui disais « Ouais, mais ça se trouve, moi, le deuxième, il va se passer dans les Calanques à Marseille. Ça sera une histoire d'amour. » Et il avait l'air super déçu. Il était « Ah ouais, non, tu vas pas nous faire ça. » Et je dis « Mais si je veux. » Et c'est un truc de fou parce que, voilà, t'arrives avec un texte politique, avec cette tête-là, et d'un coup, t'es une poétesse du bitume, et c'est vraiment des trucs que j'ai lus. Hein. Mais vraiment, quoi, ouais, artiste, écrivaine du bitume, quoi.
Et effectivement, voilà, tu portes un combat politique, etc. Ce qui est le cas. Mais en fait, je pense que c'est intéressant, à un moment donné, de faire la part des choses. C'est que moi, j'ai ma vie militante par ailleurs, qui est pauvre en ce moment, parce que du coup, je défends ce livre, quoi. Mais voilà, à la base, j'ai ça, j'ai mon travail, j'ai plein de trucs, quoi. Et puis, il y a ce bouquin qui est aussi, évidemment, le fruit de toutes ces choses. Il sort pas de nulle part, hein, bien sûr, mais oui, c'est vrai que d'un coup, il y a ce truc de... Et on l'a aussi dit un peu au début avec cette question, c'est à partir du moment où tu es d'une certaine communauté, où en fait on attend de toi un certain nombre de choses. Notamment ça, en ce moment, ça me préoccupe aussi beaucoup, c'est de coller à la vérité. C'est pourtant une collection qui s'appelle Fiction et compagnie, mais assez souvent, voilà, on me dit, mais pas du tout méchamment, hein, mais c'est pas vrai que... mais en fait, et des trucs qui nécessiteraient de ma part en fait un positionnement documentaire. Et alors évidemment que pour écrire de la fiction, comme on l'a dit, c'est bricoler avec le réel, clairement. Et surtout quand on touche à des sujets qui sont aussi brûlants que la question des violences policières, on peut pas trahir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment essayé. Je sais pas si ça marche, mais de pas trahir le sujet, de pas manquer de respect aux personnes qui combattent année après année. Donc c'est vraiment c'est un jeu d'équilibriste, mais je fais quand même pas du documentaire. Donc, ouais, c'est vraiment... en fait, c'est un peu un espèce de petit combat permanent, quoi. Mais je crois que c'est une question qu'on peut poser à tous les textes, parce que les textes qui parlent pas de violence policière ont une dimension politique aussi. C'est juste qu'on leur demande pas de se justifier sur ces questions-là, mais tout texte a une dimension, une portée politique si on veut y lire quelque chose de politique. Parce que c'est la fonction de l'écriture littéraire. De la même manière, tout texte a un rapport au réel, où c'est juste que dans des sujets en plus aussi brûlants que cela aujourd'hui, tout de suite, je pense qu'on a des images de télé qui nous viennent à la tête, donc bim, qui sont aussi des représentations. Et donc, et ce rapport de la littérature au réel, il existe depuis au moins le 19e siècle. Où on dit mais ça, c'est pas vrai ce que tu dis, ou ça, voilà. Et oui, je pense que donc ça recouvre vraiment des questionnements sur la fonction de l'écrit littéraire et où est-ce qu'il s'accroche sur les vies vécues réellement, etc. etc. Et du coup, c'est c'est passionnant, quoi. Quand c'est empreint de clichés, moi, je regarde pas souvent les commentaires sur Internet, mais ça m'est arrivé au tout début de la parution. Et il y avait des gens qui disaient... oui, mais c'est pas vrai qu'ils sont gentils. Moi, j'habite dans une cité. C'est pas vrai ce que vous dites. Et voilà, les gens, ils sont méchants et ils dealent de la drogue. Et là, bah, oui. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a du... Enfin, j'ai jamais dit le contraire, en fait. C'est juste pas mon histoire. C'est pas mon histoire, en fait. Et ça, c'est fou. C'est d'un coup, il faudrait faire un texte de 1500 pages exhaustif qui reprenne bien tous les codes et en même temps qu'il est... Voilà, c'est à la fois qu'il les brosse sans les trahir, en les trahissant. Enfin bref, ça demande à faire du 360 degrés permanent et répondre à des clichés tout en s'y adossant, tout en... ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est des réactions qui sont humaines aussi. Enfin là, c'était des réactions de lecteurs et de lectrices. Oui, on a quand même ici à faire. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très frappant, c'est qu'à partir du moment où la violence policière ultime a eu lieu, on ne parle plus de violence policière. Je veux dire, on passe à autre chose. Le sujet du roman bifurque vers autre chose. On en reparlera. Donc justement, suite à la mort de Samy, la petite bande d'amis organise une réponse à la fois poétique, symbolique et spectaculaire, qui est évidemment une manière de répondre aux violences faites au corps, individuelles et collectifs. Neil explique l'idée à Astor. On va faire de la fiction éphémère, mon gars. On va fractionner le temps paisiblement. Dans l'interview que vous avez accordée à Diacritique, vous expliquez tout ça. Ce qui vous bouleverse dans la lecture, c'est le pouvoir de la fiction ou de l'autofiction, car elle crée des déplacements intimes, cette fonction heuristique de la littérature, et qu'elle permet de penser l'après. C'est-à-dire que la littérature est un dispositif de pensée. C'est ce que vous disiez juste au début. Et là où elle touche, la fiction est source d'émancipation, et elle permet la réflexion, voire même la subversion. Et je me demandais, est-ce que la fiction permet aussi de répondre à la violence ? Est-ce qu'elle permet de répondre à la déshumanisation, à la silenciation, à l'invisibilisation ordinaire ? Est-ce qu'elle permet de répondre aux humiliations, aux simplifications, réappropriations ordinaires ?
Ou est-ce que c'est lui donner trop de pouvoir? Ouais, alors en fait, il y a deux choses. Hein. Ouais, je pense qu'un livre, c'est un livre, clairement. La fiction, c'est de la fiction. Ça règle pas des problèmes concrets. Ça paraît évident. Après, maintenant, c'est sur je dirais que c'est des trucs. Enfin, comment dire? Moi, je pense ces gestes-là sur du long terme aussi. Il y a le contenu du livre, mais il y a aussi le fait que ce livre, comment dire, il se positionne dans un champ où il n'y a pas grand-chose, notamment sur la question des violences policières. Moi, voilà, si je m'y suis intéressée littérairement, c'est parce que j'avais l'impression que c'était assez représenté dans les sciences humaines, représenté au cinéma, parfois mal représenté, dans les sciences humaines aussi, parfois mal représenté, dans les médias, n'en parlons pas, mais en littérature, finalement, peu de choses. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça serait quand même intéressant peut-être d'aller sur ce terrain-là. Bon, parce que c'est vraiment... Après, il y avait énormément de choses qui m'intéressaient par ailleurs, mais... Et ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est que le simple fait d'exister, ça agresse, quoi. Ça agresse certaines personnes. J'ai entendu des gens... J'ai plutôt eu de la chance, pour le moment, avec ce livre est plutôt très bien reçu, etc. Mais voilà, c'est des petites remarques à la marge que je retiens quand même. Je me souviens d'une personne comme ça pareil, sur Internet, je sais plus sur quoi, mais qui disait, en chroniquant le livre, qu'il a par ailleurs adoré, et c'était une chronique qui était adossée à plein d'autres chroniques de premiers romans, et qui était, voilà, à chaque fois assez dithyrambique, parce que c'était vraiment les goûts de la personne. Et donc, il faisait chronique après chronique, puis arrivant au mien, il dit... bon, vous allez me dire, encore un récit sur la banlieue, et puis, bon, il entame sa critique. Et je me dis, mais c'est fou. À aucun moment, il dit d'autres textes. Par exemple, il chroniquait aussi En salle de Claire Baglin, qui est un super roman. À aucun moment, il dit, encore un roman sur d'usine, ou encore un roman prolétaire, ou encore... non. Et pourtant, il y en a plein. Et je me dis, c'est fou, ça vous agresse, quoi. Parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a vraiment pas. Il n'y en a pas assez. Et du coup, l'idée, pour moi, en fait, quand je parlais de plus long terme, c'est dire, OK, moi, c'est un geste, mais j'espère que c'est un geste parmi tant d'autres. Déjà, il y a des personnes qui ont ouvert la voie, que ce soit au cinéma, Amandine Gay, évidemment, du coup, j'ai cité son film, mais voilà, des gens qui, en fait, se sont pris des volets de bois vert pour nous ouvrir la voie au cinéma, en littérature, etc. Mais en fait, la route est encore longue. Donc moi, vraiment, c'est aussi arriver pour massifier, pour créer de la masse, pour continuer d'ouvrir la porte, quoi, et faire en sorte qu'elle se referme plus jamais. Donc j'espère que on vous attend. Non, mais blague à part, vraiment, quoi. L'idée, c'est vraiment pas de... J'écris un texte et il fait autorité. Non, c'est un texte et j'espère qu'un jour, il y aura d'autres textes et que ça se trouve que c'est des textes qui seront pas d'accord et que machin... ça serait ça l'idéal, quoi. C'est qu'on soit suffisamment nombreuses pour... Voilà. Moi, j'ai été très frappée tout au long du roman à l'attention extrêmement méticuleuse à l'environnement. Et je prends environnement aussi dans le côté... Il y a l'environnement urbain, évidemment, du quartier, mais il y a aussi tout un environnement naturel, avec une clairière, etc. Et dans son texte sensible, Nedjma Kassimi, elle rappelle qu'il est possible de détourner l'expression consacrée par les pouvoirs publics français de quartier sensible pour dire justement toute la sensibilité qui fait de nous des êtres vivants. Et donc évidemment cette réappropriation du terme pour retourner le stigmate. Il y a des fleurs. D'ailleurs, j'aimerais lire un petit bout qui pousse le long des sols irrigués de pisces anthropiques. Il y a la tendresse et l'attention que les jeunes témoignent les uns pour les autres. Il y a l'indéfectible faire famille de la communauté. Comme ça, il y a vraiment une attention très méticuleuse à des gestes, à des regards, à des mots que l'on s'envoie. Et donc là, c'est Astor qui est dans une sorte de rêverie où il fantasme ce qu'il pourrait faire ou dire à Aïssa. Je lui proposerai de lui composer un bouquet en live, une gerbe d'une beauté dont je dirai à voix haute qu'elle n'équivaut pas la sienne. Dedans, je placerai des pétioles de platingo major pour l'ornement, des grandes tiges à bout touffu, des poa compressa. Elle permettrait, en son milieu, de donner au bouquet un côté romantique. Une douzaine de cardus crispus et de chandrillas
Juncea, quelques pompons d'Erigeron bonariensis. Ça pousse là où les gens pissent à la belle étoile, sous les ciels quadrillés par le tracé laiteux des avions, 3 fleurs roses de trèfle. J'assurerai le lien avec une petite liane de coronil bigarré et je lui tendrai en faisant le gars timide. J'adore ce passage. Je trouve qu'il reflète beaucoup le roman, ce mélange un peu, plein de malice entre du latin, quoi, en gros, et la langue de tous les jours. Jasmine, je crois que tu as une question à poser. Du coup, en effet, dans votre livre, on observe beaucoup de passages qui décrivent des moments positifs, de joie, même si c'est des courts moments. Du coup, on voulait savoir si pour vous, c'était important de justement mentionner ces moments du quotidien au quartier, ces moments positifs justement du quotidien au quartier, et si la littérature est le meilleur outil pour faire transmettre en fait, transmettre ce message. Donc voilà. Est-ce que la littérature, c'est le meilleur outil ? C'est une vraie question, je sais pas. C'est vrai que c'est un livre, bon, le mail est assez court, mais ça permet d'exposer des tas de choses. Du coup, c'est effectivement, moi, c'est pas un livre très nuancé, hein, c'est quand même très... Enfin, je fais la part belle au rythme et à l'avancement de l'histoire, et finalement, les personnages, ils sont que les réceptacles de cette histoire, enfin, même s'ils ont des personnalités, mais il y a des romans qui sont quand même beaucoup plus étoffés sur la question des personnages. Moi, le mien, je trouve pas qu'il le soit. Et voilà, il y a quand même un côté... j'ai pas vraiment de considération pour la profession policière. Enfin, voilà, il y a des trucs très scindés, très, très peu nuancés, quoi. Ouais, j'imagine en tout cas que... En tout cas, moi, dans mon geste, comme j'ai un énorme intérêt pour la langue en tant que telle, c'est-à-dire ce qu'elle peut véhiculer dans son agencement de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, mais il y a la langue par-dessus qui fait histoire aussi. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je dirais que ouais, peut-être la littérature, c'est un terrain pour ouvrir... pour ouvrir les yeux sur... ouvrir d'autres yeux, je sais pas trop comment le dire, mais sur des réalités très concrètes. C'était quoi la première partie de ta question ? Du coup, j'ai répondu par la fin. Si c'était important pour vous justement de partager ces moments positifs, même si ils sont courts. Ah oui, merci. En fait, à la base, c'était plutôt... une de mes premières idées, c'était de dire, purée, mais je comprends pas la spectacularisation de nos identités, de nos réactions politiques à des assassinats suite à des interventions des forces de l'ordre. Je comprends pas. Alors que la plupart du temps, quand tu viens sur site, il se passe rien. Voilà, c'est pas de dire qu'il y a pas de délinquance, pas de dire, c'est pas la question, mais c'est juste, par exemple, je le dis dans le texte, c'est soirée tranquille, presque chiante. C'est vraiment ça. Il y a pas de, il se passe rien, quoi. Les gens, ils sont là, ils font leur truc. Il y a pas, on est chiant, quoi. Et c'était plutôt ça. Et puis, chemin faisant, je me suis rendu compte que effectivement, oui, donc c'est des soirées tranquilles, presque chiantes, mais en fait, en vrai, il y a aussi plein de trucs, comment dire. Enfin, c'est un roman sur l'amitié, hein, beaucoup. C'est un roman sur l'amour fraternel, sur l'amitié, quoi. Et je pense que oui, ça, c'était important pour moi parce que je me suis rendu compte en écrivant que c'était certainement une grande force politique aussi, cette fraternité, je sais pas comment on peut l'appeler, cet amour, amitié, fraternité-là. Elle permettait en fait potentiellement à ces personnages dans cette histoire de survivre à la violence. De survivre et puis surtout d'opérer une forme de résistance symbolique, enfin cela dit, ouais, non, pas que symbolique pour le coup, mais notamment symbolique. Donc ouais, ça me tenait à cœur en fait, parce que j'avais l'impression aussi qu'en mettant un coup de projecteur sur ça, en tout cas moi s'il doit y avoir un message dans le texte, même si j'ai coutume de dire que je m'adresse vraiment pas aux dominants, bon tu t'adresses toujours un peu aux dominants, mais bon, un jour on sera dans un monde parfait et on n'aura plus à leur parler, mais c'est vous savez, nous sommes plus forts que vous. Mais en fait, en même temps, je dis ça, mais le message, c'est peut-être plutôt continuer de nous dénigrer.
Nous, on sait très bien, en fait. Nous, on sait très bien qu'en fait, on est beaucoup plus fort que ça. Et qu'on peut se crocheter, enfin, on a des bras forts qu'on peut crocheter les uns avec les autres, et que c'est peut-être ça qui fait que jusqu'ici, on est encore en vie, quoi. Même si on doit essuyer des morts chaque année, mais... Enfin, c'est un peu glauque, mais... On était censé parler de la joie. Toutes mes excuses. Les critiques sur votre roman glosent pas mal sur la dimension musicale, rythmique dont on a parlé, un gros travail sur l'écriture, sur la répétition notamment du roman, qui d'ailleurs intègre une playlist à la fin qu'on peut écouter donc. Et tout ce travail, oui, je pense qu'il y a un énorme travail d'écriture le récit de la langue par-dessus celui de la narration. Mais moi, j'aimerais m'attarder sur un autre type de rythme, qui me semble aussi très important et tout autant syncopé, travaillé, celui du montage. Parce que je pensais aussi, dans cette idée d'avoir commencé sur des blogs ou avec des fanzines, c'était l'idée de la fragmentation et d'agencement de petits fragments de texte les uns avec les autres. Votre texte est éminemment cinématographique. L'écriture a conscience qu'elle fait image. Alors, je vais donner des exemples, des extraits. C'est comme ça que je m'imagine le décor de cette scène. Mon t-shirt blanc qui se détache, cinématographique, dans le gris d'asphalte et trempé. Ou des éclairs instagrammables. Bon, ce sont des exemples parmi d'autres. Il y a des scènes de danse chorégraphiées absolument sublimes qui sont comme de longs plans séquences très sensuels, colorés et assez explosifs. Quel rapport votre écriture entretient-elle avec l'image ? Et en plus, ah oui, j'ai oublié de dire... Cette photo-là, c'est vous qui l'avez prise. Donc il y a un rapport à l'image important, visiblement. Bah oui, en fait, je pense que j'entretiens un rapport plus resserré avec la musique et les images qu'avec la littérature directement, même si bien évidemment que je lis et j'ai des références et tout, mais je suis plus volontiers habitée et attirée par des images quand je me mets à écrire en général. Et que je commence à conceptualiser une histoire ou quelque chose. Souvent, j'ai plutôt des musiques, puis ensuite des films qui me reviennent à l'esprit. Et je vais aller regarder comment tel réalisateur ou réalisatrice fait pour montrer dire ça, tel truc. La musique, c'est encore autre chose. Et puis parfois, effectivement, je vais quand même ouvrir un livre parce que je me souviens, ah oui, mais c'est vrai que cette personne, elle écrit ses dialogues d'une certaine manière. Et donc, je vais aller regarder la technique. Mais oui, c'est plutôt... des images, le cinéma. Et en fait, à un moment donné de l'écriture de ce texte, moi, là, j'ai fait pas mal de photos. Enfin, j'en fais tout le temps, toujours, pardon, mais j'en faisais de manière plus sérieuse, on va dire, de la photo argentique, etc., à une période. Et du coup, j'ai accumulé des gros dossiers. Je me suis dit, tiens, mais en fait, va regarder tes photos. Ça, c'est un truc que je fais aussi quand j'ai un moment de creux dans l'écriture, c'est de passer à un autre médium aussi, ça aide à débloquer. Regarde tes photos. Et donc je regarde quelques dossiers de photos et j'ai découvert que c'est marrant comme on est, hein, mais j'avais pas changé d'obsession depuis 10 ans, quoi. J'ai retrouvé des photos vieilles de 10 ans où en fait il y a des éléments que j'avais commencé à décrire dans le roman, notamment précisément particulièrement des éléments du paysage urbain que j'avais déjà pris en photo, la destruction de passerelles dans un des quartiers attenants au mien où j'ai grandi, etc. Ouais, c'est des choses... et puis, en fait, pour pouvoir écrire, faut quand même se projeter un paysage mental qu'il va falloir décrire suffisamment bien, en tout cas correctement, pour que potentiellement des lecteurs, lectrices dont on ignore encore le nom ni même la présence, parce qu'en fait on ne sait pas du tout si on va être édité, du coup puissent à leur tour se projeter leur paysage à elles. Et ça c'est un truc, c'est un peu bizarre parce qu'en fait voilà, il y a rien de tangible, quoi, mais l'idée c'est toujours de faire avec cette préoccupation. Donc moi ça passait vachement par ça, c'est en mode je vois quelque chose et souvent c'est ce que je faisais, c'est d'abord en fait le détailler de manière quasi exhaustive pour ensuite reprendre et me dire bon, ça c'est pas utile, ça c'est de trop, ça tu te regardes écrire, ça ça c'est pas bon, etc. Et puis arriver à l'essentiel, et l'essentiel c'est des phrases qui font avancer l'histoire tout en étant des phrases ok, quoi. Oui, parce que cette dimension cinématographique,
elle accentue le côté dramatique ou le souffle un peu épique de certaines scènes ou au contraire la joie quand on passe là, le moment du grand repas d'un endroit du repas à un autre. Il y a quand même comme ça un espèce de souffle dans le récit qui passe par cette accumulation d'images. En fait, il y avait aussi ces choses, enfin il y avait il y a la question de l'intériorité. Moi, j'ai souhaité parler de l'intérieur des gens, en fait. Et donc, de fait, j'avais toujours des plans comme ça, parce que d'un coup, je peux imaginer parler à l'intérieur d'Astor, or je ne suis pas lui. Donc, c'est quand même compliqué. Donc, en fait, je me suis rendu compte en répondant à une question il y a un moment déjà, que souvent, l'image que j'avais d'Astor, c'était la peau de ses joues. C'est-à-dire que c'est un plan très, très rapproché, quasiment là, sur son épaule, quoi, qui, en fait, filme la peau de ses joues, et puis le reste du monde. Il y avait ça, et... il y avait aussi vachement de partir des sensations. Je parlais de la lacrymo tout à l'heure, c'est se rappeler ce que ça fait d'être intoxiqué, par exemple, par le gaz lacrymogène. Qu'est-ce que ça fait physiquement, où est-ce que ça coince, et quelle sensation mentale on va avoir aussi, quelle pensée on va avoir sur le moment. Donc voilà, c'est recueillir un petit peu tout ça. Et sur la question du mouvement aussi, il y a clairement des mouvements de caméra, c'est ça qui est assez marrant. Et qui suivent des mouvements de corps. Et pour les scènes dansées, je suis allée regarder de la danse et je me suis retrouvée à moi-même danser aussi à des moments. C'était deuxième confinement et du coup, c'était une scène assez ridicule de moi qui danse seule, chez moi à répétition pour en fait comprendre où est-ce que ça s'agite, où est-ce que ça chauffe dans le corps, et comprendre quels mouvements sont faciles à faire, quels mouvements sont difficiles à faire pour que ce soit aussi ce que Astor c'est pas un bon danseur, Demba pardon, c'est un bon danseur. Donc voilà, c'est aussi d'essayer après c'est du détail parce que je parle pas beaucoup d'eux, mais voilà, c'est quand même, moi je le sais, en tout cas je le sais, et ça me permet d'avancer dans ma vérité, avec ma vérité plutôt dans l'histoire du roman, et du coup je l'espère retranscrire une forme de sincérité. Et j'ai une des choses qui m'a beaucoup inspirée pour les scènes de danse, c'est les Indes galantes chorégraphiées par Bintou Dembélé, qui est vraiment c'est assez magnifique et c'est très bien filmé aussi. Oui, donc d'où la dimension extrêmement incarnée et charnelle du texte, même si effectivement on passe d'un personnage à l'autre, ils sont quand même très incarnés et individualisés. Donc il y a quand même cette importance de la fête et de la joie, je vais quand même souligner de la légèreté de l'être. Un des personnages dit ces instants d'envol qu'on nous retire. Et il me semble qu'il y a un personnage qui l'incarne peut-être un peu plus que les autres. C'est Hawa. Hawa, elle traverse le texte comme une étoile filante. Mais alors, elle a une puissance assez particulière. Il me semble qu'elle représente l'amitié fusionnelle et la puissance musicale. Elle représente aussi l'amour lesbien. Je vais juste lire le seul paragraphe qui lui soit consacré à elle exclusivement. Hawa a posé un dernier disque sur sa platine, puis est sortie de sa cabine et dans la foule a retrouvé son amoureuse. Dernières agitées, elles exécutent des pogos sensuels, se tiennent l'une contre l'autre, synchronisent leurs pulsations cardiaques, écoutent le chant du sang dans leurs veines. Elles font tourner autour d'elles l'hologramme d'un cerceau. Elles s'épuisent les corps. Hawa, c'est le seul personnage féminin véritablement, même si on le voit là brièvement incarné du roman. Pourquoi ? Alors, c'est pas le seul personnage. Il y a un personnage à l'entrée, un personnage à la sortie. C'est un roman qui s'attache à décrire des personnages, et je tiens à cette formulation, perçus comme des hommes dans l'espace public, à partir de leurs intérieurs, parce que c'est à ces corps-là que ça arrive. Les corps perçus comme des corps d'hommes, noirs et arabes, principalement, dans des quartiers populaires, mais même hors des quartiers populaires. On a vu à Paris, par exemple, un Michel Zecler se faire agresser dans le 17e, qui n'est pas tout le temps un arrondissement pauvre. Et là, ce n'était pas une partie pauvre du 17e arrondissement. Le problème qu'il avait, c'est d'être noir et d'être perçu comme un homme. Je dis ça parce qu'en fait, justement, c'est des corps qui sont tellement résumés à ces stigmates-là qu'on n'a pas grand-chose à faire de savoir comment ils ressentent leur genre,
comment eux-mêmes se perçoivent. En fait, c'est pas une question qu'on va poser à ces corps-là, ce sont juste des corps de barbares. Et parfois, c'est des corps d'enfants. Et parfois, souvent, c'est des corps d'enfants. Donc ça pose la question du genre à un endroit encore très différent aussi, c'est clair. Donc voilà, moi je tenais à faire parler ces corps, à essayer en tout cas de me mettre de leur côté plutôt. Or, je suis afroféministe. Donc évidemment, il y a un moment donné où j'étais apurée, c'est relou, comment je fais et je me suis octroyé du symbole, c'est surtout ça en fait, et visiblement il est visible du coup, mais je commence par ce personnage qui s'appelle Aïssa, qui habite cette fête, etc., et dont Astor va tomber amoureux, et puis je termine entre guillemets, même si c'est pas la fin totale, par Awa, qui effectivement elle est maîtresse de cérémonie, donc elle a un rôle. Il n'y a pas de fête sans MC, en fait, ça n'existe pas, en fait. Il faut quelqu'un qui mette de la musique et qui en mette bien, et qui la commente la musique, il y a vraiment tout un truc, quoi. Et donc, c'est cette personne-là. Et puis, en toile de fond, il y a toutes les personnes qui font une ville, qui font un quartier, qui font un village, c'est les voisines, les mamans. Donc ça, c'est hyper important, parce que c'est pareil, il n'y a pas de fête de quartier sans maman. Donc voilà, c'est de la ponctuation, mais en même temps, voilà, c'est aussi une manière que j'ai trouvé de rappeler que les femmes n'étaient pas absentes, c'était de féminiser voilà, certaines. Je parle des mamans et je parle des voisines, par exemple, je parle pas des voisins. Voilà, c'est une manière de dire, mais en fait, qui fait la cité ? Je me souviens plus vraiment de la question. Il y a toujours un moment comme ça. Ok. On a bifurqué. J'espère que j'y ai répondu quand même. On verra sur la retranscription. Pas de questions ? Je voulais aussi dire que c'était un roman qui était aussi une longue méditation sur la perte, sur l'impossible deuil et sur les manières dont on apprend à survivre à l'absence d'un des siens, d'un des petits de la communauté, parce que c'est un petit frère. Et il y a toute une réflexion de la part de son grand frère qui, évidemment, se questionne sur ce qu'il aurait pu faire. C'est un temps sans violence, justement, ce deuxième moment du roman, où le groupe tente de refaire corps après l'amputation de l'un de ses membres. Et ça m'a évoqué, parce que je lisais le dernier numéro de la revue Sensord, qui est un superbe numéro, qui pose la question à plusieurs personnes sur comment on répond à la violence. Et il y a une grande interview de Fatima Wassak sur la manière dont les enfants des quartiers populaires sont désenfantisés. Donc voilà, sur cette question on les perçoit comme beaucoup plus vieux que ce qu'ils ne le sont. Et il y a aussi une grande interview d'Assa Traoré, évidemment, qui fait partie de la bibliographie citée à la fin et qui est une grande figure de la lutte contre les crimes et les violences policiers. Et je voulais juste lire la réponse qu'elle donne à la question « Quelle réponse apporter à la violence ?» Il n'y a pas de réponse à apporter à la violence. La violence est un point de non-retour. Ce n'est jamais une étape dans un dialogue, ni même une question. La violence est une fin, un moment où il n'existe plus rien. Ni collectif, ni pensée, ni espoir, ni avenir. La violence est une régression qui enferme tout le monde dans le piège de la haine. Nous combattons toutes les formes de violence. Et je trouvais que ça faisait singulièrement écho à ce livre, qui donc, à ce moment d'extrême violence, d'une violence ultime, vu qu'une vie s'éteint, mais qui passe en fait presque plus la seconde moitié à construire quelque chose, au contraire. Et il y a même un des personnages qui dit que ça ne sert à rien de haïr, parce que ça ne fait que détruire. Oui, c'est le personnage qui dit ça, c'est le premier concerné, ou plutôt le second, disons, concerné par... c'est celui qui perd son frère, donc... ouais, et on pourrait y voir une forme de résignation, or c'est vraiment pas du tout ça, il y a une forme de haine institutionnelle, un
racisme systémique, on va pas répondre à ça avec les mêmes outils, hein, ça n'a pas de sens. Enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit de manière très, très marrante, mais purée, mais Yati, c'est ça la fin? Mais moi, je pensais qu'ils allaient faire une dinguerie, mais moi, je pensais qu'ils allaient fumer un comico, je pensais qu'ils allaient fumer un schmitt, machin truc. Et moi, j'étais, mais moi, je sais pas, à la fin, je la trouve quand même assez. Non, tu trouves pas, toi? Bah non. Et en fait, du coup, à partir de ces réflexions, je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça aurait donné? Parce que j'y ai pensé, évidemment, moi, à faire une fin qui serait très littérale, au final. Et justement, je me dis, mais il n'y a pas de fiction. Enfin, il pourrait effectivement aller brûler un commissariat. Et donc, et ensuite, moi, je suis pas contre, vraiment, dans la vie, quoi. Enfin, pardon pour c'est filmé. Bon, c'est pas grave. J'assume. Mais non, mais je veux dire, why not, quoi. Enfin, mais quelle fiction on fait avec ça, en fait? Pour moi, c'est ça. Et ils sont partis brûler un commissariat. Point. L'idée de faire de la fiction, c'est OK, où est-ce qu'on emmène? Et donc, voilà, c'est la fin, elle est très, 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 effectivement, symbolique. Elle interroge énormément de choses. Il y a toute cette pyramide qui habite tout le long du texte, qui, jusqu'à sa fin, une pyramide, c'est quoi? C'est un tombeau, c'est un système, c'est des polémiques. Est-ce que les pharaons sont noirs? Est-ce qu'ils sont pas noirs? Enfin, voilà, en fait, c'est tout un tas de choses. Et c'est un ordre aussi. Les pharaons, c'est des gens qui dominent, etc. Donc, en fait, pour moi, il y a quand même un vrai symbole. C'est déjà, en fait, on va pas lutter avec vos outils, on ne lutte pas avec les outils du maître, je crois que c'est Audre Lorde. On va lutter avec nos outils, et notre outil, c'est le langage, et le langage parlé, mais aussi le langage, évidemment, encore une fois, symbolique. On va créer de la promesse. On va symboliquement bousiller le pouvoir. Voilà ce qu'on fait de votre pouvoir. Boum. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. Après, ouais, c'est sûr, c'est super intéressant. Je vais la lire en entier sur la question de la violence. Moi, je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a parfois, j'ai l'impression que l'histoire a montré qu'il fallait en passer par là aussi. Je pense à la lutte armée, etc. Et bon, que faire avec ça? C'est un sujet de recherche, quoi, en fait. C'est vraiment rien d'autre qu'un sujet. On n'en a pas fini avec ça. Non, et je pense pas qu'il y ait de réponse univoque. Est-ce qu'on écoute une chanson ou de la musique, un son? Je sais plus ce que vous avez prévu pour terminer. Un de ceux qui... C'est la fin, là, c'est ça? S'il n'y a pas de questions. N'avez-vous aucune question? Sinon, il y a un extrait. Soit on peut s'écouter X-Men, soit moi je peux lire, on parlait de la fin, j'ai jamais lu la fin, je peux la lire aussi. C'est pas, alors la fin, pas la fin spoilable. Je peux lire la fin d'après, la fin qui ne spoile pas, si vous voulez. Je fais ça? Donc cette pyramide qui a rapidement, donc la pyramide, c'est une pyramide qui a existé, qui trônait au centre de la place des Fêtes, dans le 19e arrondissement de Paris, qui était à la fois une œuvre d'art et à la fois une sortie de secours pour le parking souterrain. Et c'est vraiment une des seules œuvres d'espace public de 1%. Donc le 1%, c'est une part du budget lors de rénovation urbaine, lors de travaux publics qui est alloué à l'art. Donc c'est une des seules œuvres issues du 1% dont j'ai trouvé qu'elle fonctionnait, quoi. Elle crée de l'étrangeté dans le paysage. On ne s'habitue jamais à la pyramide de Place des Fêtes. Elle n'est plus aujourd'hui, elle a été démontée. Mais vraiment, c'est... Pourquoi c'est là? Et elle m'a toujours fascinée. Et du coup, elle est rapidement arrivée dans le bouquin. Et à mesure qu'elle avait, que je confirmais son existence par l'écriture, il y avait évidemment cette chanson, le retour aux pyramides, le retour aux pyramides, le retour aux pyramides. Et je l'ai réécouté, réécouté. Puis au bout d'un moment, je reprends les paroles, parce que les paroles, elles sont super denses, il y a du name dropping dans tous les sens. Donc je me suis dit, vas-y, reprends le fil des paroles. Et en fait, j'ai découvert la toute fin, qui en fait, c'est quasi pas rappé, c'est vraiment... c'est des paroles, quoi. C'est... et où voilà, ils disent ça. Et ça, j'avais jamais perçu ça avec mon oreille, parce que souvent, voilà, on écoute un morceau, puis avec notre capacité d'attention d'aujourd'hui, en tout cas moi, la mienne, je suis passée à autre chose. Et la fin, c'est faut qu'on s'organise, qu'on crée nos propres trucs. Avant que tout explose, il faut qu'on s'arme. J'ai de la force pour les frères, les étoiles, mes seuls guides, retour aux pyramides après des siècles. Ça, c'est une citation de la fin du morceau. On peut écouter.
Après, il est assez long. Je dis après, il est assez long. Préparé au Big Bang, derrière tous des clics de ouf, depuis ta casquette des Big Bang. Qu'est-ce qui se passe là? Les types scandent qu'ils vendent shit et conscients de trucs descend depuis ces petits bandes. Devant les films de gang vie, on t'a Tommy monte. Stop ta vidéo de Montana, Tony, pompe ton anatomie. Vas-y à pompe, je la frie, pour que tous restent en vie. Vos vies sont grillées comme la gueule dans un survêt loto. Ou un tueur qui laisse sa photo, une lueur dans le regard, un front plein de cœur, une peau noire. Un esprit clair pour le Nestlé. La rue mon casino, comme Pacino et Petty. Entre nous trop de concurrence comme Coca et Pepsi. Comme si c'était l'épilepsie, ça secoue sur du maco. Ça défilé de filles épilées en brouille. Des bouteilles de whisky se cassent comme dans les saloons. On dirait une scène dans Platoon, c'est la merde frère. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles de sun guide, retour aux pyramides après des siècles de l'aigle. J'ai l'œil du tigre comme Rocky. Tant qu'ils sont gros, qui par mon style leur drogue. Prenons le fric avant qu'ils crient. Big merde, t'inquiète, j'ai le croquis. Donc c'était le début, pas la fin. Ça donne un aperçu. Bon, c'est pas grave, je ferai des pauses. Face à la fulmination sur le toit, shérif à mes côtés. Il regarde la terre se soulever, mais dans son corps, il ne ressent rien. Pas de pensée sous l'os du crâne, un simple cri long. Des images comme des diapositives, la dernière fois en boucle. Le sac de charbon, le vocal, le sac de charbon, la dernière fois que. Le moteur allumé qui lui fait trembloter le visage encore joufflu de l'enfance. Le sac de charbon entre ses jambes et sa mine grincheuse et son air pressé. Le vocal, le t'es où wesh au lieu du au revoir frère. Le où es-tu, le où te trouves-tu, le je dois savoir où tu te situes, le ce que tu fais exactement, le comprendre pourquoi tu le fais et à quel endroit. La dernière fois que. Je dois savoir où exactement tu vas, où après le sac de charbon et pourquoi je ne te dis rien. Pourquoi c'est ce moment que je ne choisis pas, que je n'ai pas choisi pour faire une crise d'autorité, appeler maman et qu'elle te somme de rester à mes côtés. Et ouais, même si t'es trop grand, t'es encore le plus petit. Et tu restes avec moi, tu termines ton sandwich et tu rentres à la maison. Et t'as le droit à 1 heure de tablette, pas plus. Et je m'en fous que t'aies bientôt 16 ans, c'est pas mon problème. Tu prends le charbon, tu l'emmènes là-bas et tu reviens près de moi. Pas sur cette table. Pas sur cette table grise et froide. Tu reviens près de moi. Tu restes près de moi ce vendredi-là, tu restes, tu manges ton sandwich. Tu auras le droit de mater le match ou ce que tu veux. Tant que tu rentres à la maison et que je t'y retrouve endormi dans ton lit d'enfant, pas sur cette table métallique, froide, comme réfrigérée, cette table à roulettes comme pour t'emmener quelque part. Loin de moi, pas près. Comme je l'ai voulu et je le veux, mais loin, toi allongé, roulant, loin. Et ton corps dont on ne peut rien faire, qu'on ne peut inhumer, qu'il faut vérifier encore, car ils ont l'air de se tromper sur ce qui lui est arrivé à ton corps. À quelle distance ça lui est arrivé? C'était pas loin, c'était près, c'était précis. C'était trop loin de moi. Et là, toi, tout près sur cette table, maintenant, toi, allongé, roulant, t'éloignant, tu pourrais revenir, finir ton assiette et regarder le feu avec nous. Le feu qu'on a fait pour toi, le feu à nos côtés, loin de nous et près d'eux. Pour qu'ils le voient, ceux qui disent qu'ils n'étaient pas tout près de toi ce soir-là. Qu'ils le voient, ceux qui disent, insistent pour dire qu'ils ne t'ont pas bien vu. Qu'ils le voient, le feu. Ceux qui disent qu'ils ne voient rien. Qu'ils le voient bien. Qu'ils voient bien là où ça pète, là où ça craque, là où ça s'ouvre. C'est là, c'est près d'eux, ça vient, ça s'approche. Ça n'est plus très loin. Ça roule pas, ça accourt en grosse équipe. À la recherche de ton retour, toi. Revenir et finir ton assiette, s'il te plaît. Je te laisserai jouer à GTA des heures si tu veux. Pour moi, c'est ok. Tant que tu restes à côté. Pas sur cette table, où tu veux. Sur le toit, par exemple, les toits, nos toits. J'ai mon cœur en 2 parties. J'ai mon cœur en 1000 parties. C'est comment la joie quand tu nous quittes? Ton air grincheux et derrière la préciosité de tes rares sourires d'adolescents contrariés. Ça marche comment la joie quand tu nous quittes? T'étais pressé pour le charbon, pas pour mourir, hein? Dans mes rêves où tu reviens, tu le dis que t'aurais préféré rester. Que t'avais des trucs en cours. Que si tu pouvais, tu roulerais encore. Tu roulerais toujours sur 2 roues, sur une roue en Y, ondoyant et libre. Et moi qui te trahis d'être resté en vie. Ça gueule dans ma tête, putain, si tu savais. Un cri ininterrompu, absurde, comme les flammes qui se sont élevées et les matériaux qui fument au sol. Un cri pas raisonnable, au ras des décombres. Mon choc au détail.
divisés, dispersés aux détails absurdes et latents comme tout ce qu'on pourrait encore allumer, comme tout ce qu'on n'a pas encore allumé, comme tout ce qu'on pourrait faire brûler, qui sait? De quoi ont l'air les jours qui arrivent? Des amorces quelque part, toujours des amorces et des groupes en train d'y répondre par le feu, et tout ce qu'on n'a pas encore fabriqué dans des garages, et tout ce qu'on n'a pas encore balancé, des toits, des passerelles, des toits où les mots de bienvenue se camouflent derrière des abois de salutation. Des toits, des sous-sols, les endroits desquels se jeter, les endroits dans lesquels s'immerger, le dessous d'un zéro, des matériaux fumants, le pourtour d'un triangle, une ouverture béante, des fenêtres enfoncées sur les étages du parking au cœur desquels les secrets se susurrent dans les conduits auditifs. Les toits, les dessous, où l'émotion, l'ébranlement, la brûlure et le combat s'opèrent en silence et les recettes s'échangent par échange de regards entre des êtres qui se savent proches et près et réels. La proximité, de toi sur cette table qui t'emporte en roulant ta peau froide et bleue, cette première mécanique d'enfouissement de la vérité, la tienne ou la nôtre, as-tu seulement envie de savoir, de revenir près de moi, des matériaux fumants en pourtour du triangle et de cette pyramide qui n'avait jamais abrité en son sein que des étages et des moteurs, grondants, vibrants, fumants, feulants, machine absurde sous une pyramide par laquelle sortir ne se fait qu'en urgence. Vider, 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 et le trou qui se répète à chaque étage. Triangle vide au 0, triangle vide au -2, l'emplacement dépourvu de sa matière. C'est un nouveau monument à nos béances, à nos morts. Je suppose qu'il est possible de venir signer des livres. Ça marche plus ? Ça marche plus, c'est pas grave. Donc si jamais, voilà, vous voulez venir poser des questions directement à Diaty Diallo, c'est tout à fait possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup.